Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Ma France, mon histoire, où nous reviendrons sur l'histoire d'un personnage iconique de l'histoire politique française, François Mitterrand. Et sur lui des trucs, il y en a à dire. Entre son histoire pré-présidentielle, sa maladie et ses décisions politiques, la vidéo pourrait facilement durer 3 heures. Étant donné que ce n'est pas possible, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 ou 3, on verra bien. Dans la première partie, nous reviendrons sur son histoire jusque ses débuts aux élections présidentielles, donc jusqu'au moment où il commencera à se présenter. Et dans les secondes et troisième parties, nous reviendrons ensuite sur son histoire politique pendant la présidence de la République. Et pour ne pas faire durer encore plus cette introduction déjà beaucoup trop longue, je vous demande juste de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater la partie 2 et peut-être la partie 3. Et avec ceci, bonne vidéo. Les origines de Mitterrand sont assez compliquées. Il est né le 6 mai 1917 et grandit dans une famille fortunée. Il est diplômé de l'École libre des sciences politiques à Paris en 1937 et reçoit la même année un diplôme d'études supérieures de droit public. Vous l'aurez compris, le bourgeois de droite typique de l'époque. Avec la déclaration de guerre en 1940, il sera mobilisé sur la ligne Maginot en tant que sergent-chef et à peine quelques mois plus tard sera blessé à l'omoplate droit puis déporté en camp de prisonniers de Stalag 9A, Ziegenhain-Trutzhain, puis 9C de Chala et s'évadera après 2 tentatives infructueuses. En 1942, bien que recherché par les Allemands, il se met à travailler pour la Légion française des combattants et volontaires de la Révolution nationale en tant que contractuel du gouvernement de Vichy, puis, à partir de juin, au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, où il est chargé des relations avec la presse et où il favorise la fourniture de faux papiers pour aider les évasions. En juin 1942, il participe à des réunions au château de Montmaur, où sont jetées les premières bases de son réseau de résistance, qui sera par la suite baptisé La Chaîne. Le 15 octobre 1942, François Mitterrand est reçu par le maréchal Pétain avec plusieurs responsables du comité d'entraide aux prisonniers rapatriés de l'Allier. Le 11 novembre 1942, en représailles à l'invasion par les Alliés de l'Afrique du Nord, 3 jours plus tôt, les Allemands envahissent la zone libre. Le mythe de Pétain, le bouclier, protégeant la France, vole en éclats. Seule l'épée, la résistance, demeurait. Cet événement va inciter Mitterrand à s'engager plus fermement dans la résistance, aux dépens du gouvernement de Vichy. La guerre terminée, Mitterrand participera au gouvernement des secrétaires généraux voulu par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. À partir de février 1944, il dirige le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, MNPGD, qui unifie tous les réseaux de résistance de prisonniers de guerre. En mai 1944, il est nommé au sein du gouvernement provisoire secrétaire général aux prisonniers, déportés et réfugiés PDR, correspondant du ministre Henri Freinet dans l'attente de son retour de Londres. En août 1944, Mitterrand participe à la libération de Paris, où il participe à la prise du commissariat général aux prisonniers de guerre et refuse le poste de secrétaire général PDR lorsque Freinet prend la tête du ministère le 2 septembre. Il est alors élu président du MRPGD. Et enfin, en février 1946, François Mitterrand adhère à l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, ou plus simplement le Parti socialiste de l'époque, qu'il préside ensuite de 1953 à 1965. Bon, ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais il est important de comprendre toutes les péripéties de Mitterrand durant la Seconde Guerre mondiale pour comprendre son parcours politique dans la seconde partie du XXe siècle. Mais il est particulièrement important de connaître ce bout d'histoire quand on regarde les accusations qui lui furent portées et qui consistaient à le traiter de collaborateur à Vichy durant son second mandat présidentiel. Mitterrand n'a jamais soutenu Vichy, au contraire. Avait-il d'autres choix? Peut-être. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour le traiter de collaborateur, surtout quand on voit qu'il travaillait dans une section du gouvernement qui était censée protéger les prisonniers de guerre français. Revenons-en donc à son histoire politique. Avec l'aide du clergé et des notables nivernais, François Mitterrand est élu le 10 novembre 1946 député de la Nièvre, à la tête d'une liste Unité et Action républicaine, au programme anticommuniste. Et en 1947, il devient l'un des plus jeunes ministres de France avec le portefeuille des anciens combattants et des victimes de guerre dans le gouvernement du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent, il détient plusieurs portefeuilles ministériels, dont ceux de l'information, de la France d'outre-mer et le ministère délégué au Conseil de l'Europe, qui le conduira en mai 1948, parmi 800 délégués, à participer au congrès de la Haye, à l'origine du mouvement européen auquel il adhéra.
Mitterrand se prouvera être l'un des grands leaders du mouvement européen en France, que ce soit en tant que ministre, mais aussi, plus tard, en tant que président. En 1954, il est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France, formé en juin, qui met fin à la guerre d'Indochine par les accords de Genève du 21 juillet et reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie par le discours de Carthage du 31 juillet. François Mitterrand est alors opposé à l'indépendance de l'Algérie. Durant la guerre qui suivit, Mitterrand se battit avec son gouvernement pour augmenter les dépenses sociales en Algérie française et calmer la situation. Il donna aussi l'égalité des droits à tous les citoyens algériens, les mêmes droits que les Français de l'Hexagone, et fusionna la police d'Alger avec celle de Paris. Ces décisions mèneront en revanche à la chute du gouvernement Mendès France et à une dissolution de l'Assemblée nationale. Un mois plus tard, il sera nommé garde des Sceaux dans le gouvernement Guy Mollet. Après la démission de celui-ci quelques mois plus tard, François Mitterrand refuse de participer à un gouvernement à moins de le diriger. Il n'y parvient pas, bien que le président René Coty ait sérieusement envisagé de faire appel à lui. C'est alors qu'un événement majeur arriva. 1958 marquera la fin de la 4e République et le début de la nouvelle 5e République de De Gaulle, qui malgré un soutien populaire fort, reste en pratique un coup d'État. Le 1er juin 1958, François Mitterrand refuse de voter la confiance à Charles de Gaulle, expliquant ainsi son vote. Lorsque le 10 septembre 1944, le général de Gaulle s'est présenté devant l'Assemblée consultative provisoire issue des combats de l'extérieur ou de la résistance, il avait près de lui 2 compagnons qui s'appelaient l'honneur et la patrie. Ces compagnons d'aujourd'hui, qu'il n'a sans doute pas choisis, mais qui l'ont suivi jusqu'ici, se nomment le coup de force et la sédition. En droit, le général de Gaulle tiendra ce soir ses pouvoirs de la représentation nationale. En fait, il les détient déjà du coup de force. Il appelle logiquement à voter non au référendum, sans succès. De cet affrontement, Mitterrand deviendra l'ennemi politique majeur de gauche des gaullistes, puis de Giscard dans les années 70. Unifiant pour la première fois la gauche politique, il subira plusieurs défaites, sans pourtant jamais abandonner. Mais nous reviendrons sur ces événements dans la partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne pas rater la partie 2. Aussi, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme. Et avec ceci, bye bye!